Ce lundi 2 septembre, c'est l'ouverture d'un procès hors norme. Où 51 hommes sont accusés de viols aggravés sur cette mère de famille, Gisèle Pellicot. Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme pour la soumettre sexuellement à d'autres hommes qu'il recrutait sur Internet. Elle n'a aucun souvenir des viols qu'elle a subis. Lui les filme et les conserve sur son ordinateur. Près de 70 personnes y auraient participé. 50 seront jugées en plus du principal accusé. J'entends cette affaire, j'entends que le procès est ouvert au public et je me dis, il faut que j'y aille. On entre ici, on se dit bon, je sais ce qui va se passer, on va effectivement parler de ces viols atroces, on a des accusés, on a des vidéos, donc des preuves absolument irréfutables, on voit à peu près où est-ce qu'on va. Et en réalité, c'est vraiment une plongée dans l'humanité qui nous désarme de toute façon. Je suis arrivée ici et là je me suis dit c'est incroyable, c'est comme si on avait un terrain d'études extraordinaire parce qu'il y avait un panel de 51 hommes qui s'exprimaient autour de la manière dont on vit aujourd'hui des violences systémiques qui sont des violences sexistes, sexuelles, de genre au sens large. Tout est public, donc on peut rapporter les discours qu'on entend et en plus un procès pénal n'est pas filmé, n'est pas enregistré, en tout cas celui-là ne l'a pas été. Et donc tous les dessins que je pouvais aussi accumuler, toutes ces images, permettaient de documenter aussi tout ça. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que vraiment la parole est entendue, la parole de tout le monde. Et chaque journée que j'ai passée ici a été un chamboulement total, à chaque fois. Toute l'enfance des accusés a été décrite. La question de l'enfance, la question de la famille, des rapports de domination, le rapport à la sexualité. On est en même temps complètement pris dedans parce que ça nous touche émotionnellement de plein fouet. On ressent de l'empathie à tout moment. On ressent de la colère, de la tristesse, du dégoût, parce que ça résonne vraiment puissamment avec des expériences vécues. Je n'ai pas subi de violence extrême. Mais par contre, ce que le procès m'a permis, c'était de pouvoir les observer, de se dire que fait la société de tout ça. Moi, ce que j'aime dessiner, c'est le réel, c'est ce que je vois, c'est ce qui est en face de moi. Je peux porter mon regard où ça m'intéresse et passer la journée entière à dessiner. C'était la première fois que je faisais du croquis d'audience. Et c'est vrai, ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire des portraits. Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'était de dessiner des accusés. Tout ce que j'entendais comme discours était tout d'un coup confronté au corps, au visage. C'était très désarmant au départ. J'ai mis quelques jours avant de m'acclimater un petit peu à ce face-à-face. La personne sent et voit qu'on a une attention particulière et soutenue vis-à-vis d'elle. Et je me souviens aussi de regards qui faisaient clairement comprendre qu'ils n'avaient pas du tout envie que je les dessine. Et je me souviens avoir entendu les mots de l'un d'entre eux qui dit « ça me rend fou » parce que je le dessinais et que c'était insupportable pour lui. J'ai senti au bout de quelques temps que je faisais partie du décor, que je pouvais me déplacer et être au plus près, à côté des uns et des autres. On voyait sur 3 mois l'évolution des uns et des autres, c'est-à-dire les corps en colère, les corps fatigués, les corps qui se détendent aussi. D'autant que les journalistes étaient placés en fond de salle et n'avaient que le dos ou le profil des accusés et on avait la chance, nous, d'être à 1 mètre ou 2 des personnes et de leur prise de parole. Voilà, et je me souviens par exemple, c'est une anecdote, mais d'une journaliste qui me dit « Est-ce que tu as bien regardé au niveau du t-shirt de tel accusé ? Je crois qu'il a un tatouage et je voudrais être sûre de l'inscription qu'il y a dessus. » Effectivement, j'ai vraiment bien porté mon attention sur ce tatouage et j'en ai fait un dessin comme un gros plan en fait.
J'aime bien travailler sans filet, entre guillemets, c'est-à-dire je fais pas de pré-dessin en dessous que je gommerai ensuite. Comme j'avais aucune idée de la manière dont j'allais pouvoir dessiner dans l'espace de la salle d'audience, j'avais juste un carnet et quelques crayons de couleur, mais très très peu. Donc j'étais parfois frustrée de devoir laisser échapper ce que j'entendais. Donc je suis passée au format A3 et je prenais des notes manuscrites directement sur mes dessins. Et donc l'écriture monte comme ça, comme une eau qui irait presque jusqu'à engloutir le portrait. Et donc au final, j'ai à peu près accumulé 200 planches. Le livre est composé à la fois d'un texte qui mêle mon récit intime et mon témoignage du procès, qui le documente. En parallèle de ça, il y a les dessins du procès, qui sont donc pour moi une sorte de document de l'audience, également des dessins personnels, des dessins de rêve, et il y a de l'écriture manuscrite. Elle reprend en fait les paroles prononcées pendant l'audience. Donc on n'arrête pas de naviguer à travers tous ces registres d'écriture, de langage. Ça peut se lire dans la continuité, mais ça peut aussi se lire de manière beaucoup plus directe si on ne veut par exemple suivre que le discours retranscrit de la parole orale. J'ai vraiment vécu dans le patriarcat tout à fait ordinaire et j'en ai intégré complètement tous les codes et depuis 1 an ou 2, juste avant, j'étais en fait en train de commencer à écrire. J'avais déjà rédigé quelques chapitres et je pense que le procès est arrivé à un moment où j'étais en mesure de mieux pouvoir voir ce que ça produit chez les uns et chez les autres. Ça n'est qu'une traversée du procès. Je pense que dans le récit de l'intime, chacune pourra se reconnaître assez aisément parce que je pense que c'est des choses qu'on traverse à peu près tous, quoi. Il est plus facile de parler de monstres, de mettre à distance, de charger comme ça, de trouver des boucs émissaires en se disant non, nous on n'est absolument pas comme ces gens-là, on ne ferait jamais ça. Mais c'est tout l'enjeu politique du geste de Gisèle Pelicot que d'avoir ouvert cette audience. C'est précisément de nous faire comprendre qu'il ne s'agit absolument pas de monstres, mais d'hommes absolument lambda, avec tous les profils possibles et imaginables, qui sont pris comme nous, hommes et femmes, bien entendu, dans cet échafaudage politique que l'on peut appeler la culture du viol, c'est-à-dire où sont tolérés, impunis, favorisés, guidés des comportements, des pensées d'une domination masculine, on va dire, mais qui portent préjudice aux deux sexes. Il y a un besoin urgent de soins, d'écoute et de réparation qui doit passer par l'éducation, qui doit passer par l'imaginaire, qui doit passer par des combats politiques, de la justice, des lois. Donc en fait, on est au cœur de tout ça à la fois dans un procès. Tous ces versants convergent. Quand on apprend dès le plus jeune âge aux filles et aux garçons ce qu'ils doivent être, ce qu'il est bon qu'ils pensent, ce qu'il est bon qu'ils fassent pour être dans la norme, on construit quelque part des systèmes d'inégalité et de domination qui ne manqueront pas de se reproduire. Donc le problème, il est effectivement systémique, très profond, et c'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre le patriarcat. Il faut se dire, oui, mais pourquoi ils en arrivent là? Pourquoi est-ce que ça continue? Et le livre est une tentative d'approche dans ce sens. Donc encore une fois, merci à Gisèle Pelicot d'avoir rendu ce procès public. Et il est absolument important de prendre la parole.